Dominique, je crois que vous avez suivi le match à la télévision, bien entendu. Bien sûr. Cela s'imposait. Nous n'avons pas vu ça, hein, bien sûr. Nous avons coupé, comme toujours, le direct à la fin de la rencontre, parce que les temps qui nous sont impartis ne permettent pas souvent d'aller au-delà. Mais ces images, il fallait les voir à tout prix. C'était la joie de vraiment de 11 joueurs. On peut dire de 11 joueurs et de 6 remplaçants. C'est extraordinaire. Ce qui est fantastique, c'est que ce n'est pas le fait que Bastia soit en quart de finale, parce que je pense que des équipes françaises sont déjà arrivées à ce stade de la compétition. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il les fait en gagnant les 6 matchs. Et j'ai beau me souvenir, aussi bien à Reims ou à Saint-Étienne, et même au Grand Real, je n'ai pas souvenir qu'une équipe ait gagné 6 matchs sur 6. Non, mais c'est exact, puisque nous avons contrôlé, c'est unique. Et ça, c'est unique, c'est le grand espoir. Et ça met évidemment une fois en cause le phénomène du match aller, match retour. Vous savez que tout le monde souhaite jouer le premier match dehors pour jouer le deuxième match à la maison. Bon, Bastia a démontré qu'une nouvelle fois, que 3 fois de suite, ils allaient gagner le deuxième match dehors. Bon, il faut dire autre chose, Dominique, il faut en venir au fait avec cette équipe de Bastia. C'est une équipe, en tout cas celle qui était sur le terrain, qui ne coûte vraiment pas cher. Si on accepte Rep, qui est la vedette, vraiment la plupart des joueurs ne coûtent pas cher et ce n'est pas injure de le leur faire. Mais par exemple, prenons un exemple. Il y a quand même 3 joueurs là-dedans qui sont Caz, Larios et la Cuesta, qui manifestement ont éclaté. Caz vraiment est devenu un joueur d'une sûreté extraordinaire. D'ailleurs, il a accompli un exploit. Les 2 milieux de terrain, n'en parlons pas. Ces 3 joueurs, Saint-Étienne n'en a pas voulu. Pierre Cahuzac les a récupérés et en a fait des joueurs maintenant de classe européenne. Comment expliquer cette mutation? Non, vous avez prononcé le mot de Pierre Cahuzac. Il est certain que Pierrot est certainement le meilleur entraîneur français actuellement. Il l'est depuis un certain temps. D'ailleurs, il avait été nommé par les spécialistes il y a 2 ans. Et Pierrot a su créer un état d'esprit. Il s'est adapté à la Corse, il s'est adapté au football corse. Et il en a fait une grande équipe, comme il avait fait une grande équipe du Gazélec d'Ajaccio. Incontestablement, l'état d'esprit est pour moi dans une équipe primordiale. Ça passe même avant, si vous voulez, les préparations techniques, tactiques. La psychologie est très importante et là je fais confiance à Pierrot Cahuzac pour avoir préparé tous les matchs qu'il a joués et pour les gagner finalement. Enfin, on peut dire une chose, bon, 10 000 Corses en Italie, c'est beaucoup. Et ça, je crois que nous autres Corses, on doit être fiers de ce résultat. Mais on doit être aussi un peu honteux de ne pas encourager cette équipe comme elle le mériterait. Il faut penser aux affluences de Foliane qui ne sont pas très grandes. C'est vrai, 10 000 Corses Alors, à je Milan pense et que 3 000 ou 4 000 en match de championnat à Bastia, effectivement, se pose la question. Bien sûr, l'action de Paul Natal et des dirigeants en général n'est pas très suivie, et ça, je crois qu'il faut le voir. Vous avez retrouvé dans cette façon de jouer des Bastiais un peu les vertus qu'il y avait dans ce football corse que vous avez pratiqué vous quand vous étiez tout jeune. Je me rappelle vous avoir vu à 18 ans à Ajaccio, vous faisiez votre début dans ce championnat, qui était un championnat d'honneur à l'époque. Oui, mais est-ce qu'il y a cette même force, ce même tempérament? On donnait beaucoup de place à l'enthousiasme. Ça, il est incontestable qu'on retrouve dans le match de Bastia, en dehors des exploits techniques, parce qu'il y a des joueurs là qui sont capables de démontrer ce que de très grands joueurs démontrent. C'est que, incontestablement, l'enthousiasme tenait une grande place. J'ai l'impression, Dominique, aussi qu'il y a une notion qui disparaît un peu, c'est la notion du titulaire. Titulaire, les remplaçants rentrent, ils sont aussi bons que les titulaires. Alors, quels sont les titulaires, quels sont les remplaçants, maintenant? Malheureusement, dans le football français, je crois que le titulaire, c'est celui qui est payé le plus cher. Bon, il n'y a pas que dans le football français, mais il est incontestable que des joueurs que l'on a à peine découverts et à qui on donne leur chance, et s'ils jouent dans une bonne ambiance, il est certain que s'il a les qualités techniques et morales, souvent aussi, qui sont nécessaires, pour faire un bon joueur, il s'exprime, incontestablement. Bon, Dominique, nous allons voir maintenant les autres buts de la Coupe UEFA. Ils sont nombreux, ils sont beaux pour la plupart. Et nous allons voir dans ces équipes qui vont évoluer devant nous le futur adversaire de Bastia. Bien entendu, nous ne savons pas lequel, puisque le tirage au sort n'aura lieu que le 20 janvier. Et les matchs, les 1er et 14 mars, mais nous aurons déjà un aperçu de ce qui attend Bastia en UEFA. Les commentaires sont de Jean Rénal pour ce bouquet de buts. Le FC Barcelone, 2e du championnat d'Espagne contre Ipswich, un maillot blanc, 10e du championnat d'Angleterre. À l'aller, Ipswich, à vos souhaits, avait gagné par 3-0. Malgré une nette domination des Catalans, tir au-dessus de Cruyff, tir sur le poteau droit d'Olmo, à la mi-temps, la marque sera de 0-0. Mais au début de la deuxième mi-temps, sur passe d'Assensi, vous allez voir un but de Cruyff. Le néerlandais Johan Cruyff
1-0 pour Barcelone. Le deuxième but catalan a échappé au caméraman espagnol. Et voici maintenant la balle de match pour les Anglais. Tir d'Ipswich sur la transversale. Sur ce corner tiré par Cruyff, Clarès est fauché. Dans quelques instants, voici le fauchage sur Clarès. C'est le pénalty pour Barcelone qui est transformé par Reixach. Pénalty réussi, 3-0. Égalité, 3 buts partout sur l'ensemble des deux rencontres. On a recours à la prolongation. Sur ce corner, no luck pour les Anglais, pourrait-on dire, qui pourtant touchent encore du bois. La prolongation ne donne rien, c'est le tir des pénaltys. Barcelone avait déjà gagné au pénalty contre Alkmaar. Premier pénalty tiré par Cruyff. 1-0 pour Barcelone. Ipswich maintenant, c'est le gardien de but qui arrête. Asensi à son tour. 2-0 pour Barcelone, c'est presque gagné pour les Catalans. Et ce d'autant plus que malgré cet arrêt plutôt du gardien de but d'Ipswich. Encore un pénalty raté. Et c'est la victoire par 3 pénaltys à 1 pour Barcelone. Deuxième confrontation entre Anglais et Espagnols. Aston Villa, en maillot blanc, avait battu l'Atlético de Bilbao par 2-0 au match aller. Ces deux équipes ne sont pas très bien classées dans leurs championnats respectifs. 7e pour les Basques, 11e pour les Anglais, qui vont tirer et marquer les premiers. Un but typiquement britannique, de la tête par Mortimer. Les caméramans espagnols, qui décidément ne sont pas chauvins, ont oublié de filmer le but égalisateur réussi par Bilbao. 1-1, ce sera la marque finale. L'Atlético de Bilbao, finaliste de la Coupe de l'UEFA l'an dernier, est éliminé. Viva Villa! Carl Zeiss Jena, 7e club d'Allemagne de l'Est contre le Standard de Liège, 2e du championnat belge. À l'aller, Jena, qui joue en maillot rouge, avait gagné par 2-0. Vous avez vu une tête de Vogel sur la transversale, décidément très sollicitée au cours de ces 8e de finale. Contre-attaque maintenant de Weiss, le capitaine, qui va donner la balle à Sengewald. Voici Weiss. Et c'est le premier but, marqué par Sengewald, avec l'aide du poteau droit. 3-0 pour Jena sur l'ensemble des deux rencontres. Voici le tir de Sengewald. Et Jena domine toujours. Les Allemands de l'Est, décidément, sont irrésistibles en Coupe d'Europe. Un tir, cette fois-ci, de Heze, toujours sur la transversale. Coup franc tiré par Survinson. Une tête, l'égalisation belge, une tête de Nickel. Et toujours avec l'aide de la transversale. Grande vedette de la soirée. Voici la tête de Nickel. Un but partout, encore 3 buts, et les Belges seront qualifiés si je puis dire. Tâche impossible pour le Standard qui va même concéder un deuxième but sur pénalty. Voici l'action. Vous allez voir la faute de Garot dans quelques instants sur Topfer. Le ralenti va nous permettre de voir si M. Carpenter, l'arbitre irlandais, ne s'est pas trompé. Et vous verrez qu'il a eu raison de siffler pénalty. La faute de Garot sur Topfer est évidente. Voilà, un fauchage caractéristique. Le pénalty va être tiré par Weiss. 2-1 pour Jena, et pourtant Prudhomme était parti du bon côté. Victoire à l'extérieur de Jena, deuxième club d'Allemagne de l'Est à être qualifié avec Magdebourg. Eintracht de Brunswick en jaune, 11e du championnat d'Allemagne contre le PSV Eindhoven, le meilleur club néerlandais. Après une faute sur Willy van de Kerkhoff, sur coup franc, vous allez voir le premier but des représentants des Pays-Bas par Van Krey. Eindhoven avait gagné par 2-0 au match aller. Les Allemands sont donc menés par 3 buts d'écart. Revoyons ce but de Van Krey directement sur coup franc, environ à 20 mètres
Et pourtant, le gardien de but était bien parti. Et ce n'est pas fini. Car Dekers, c'est le numéro 2 qui a la balle sur l'aile gauche, va réussir le deuxième but pour le PSV Eindhoven. Avec l'aide du poteau, toujours lui. Dekers, que vous les allez voir en gros plan, avait joué arrière, vous en souvenez, contre Saint-Etienne, ensuite milieu de terrain. Et bien hier soir, il était en position d'avant-centre. Les Allemands qui jouaient sans Breitner blessé vont sauver l'honneur après un 1-2. Ce sera la marque finale, 1-2. Un but de Bruns qui bat Franke. Le PSV Eindhoven qui vient d'écraser Ajax en championnat des Pays-Bas remporte sa 6e victoire consécutivement comme notre Bastia. Voici le but de Bruns, à bout portant. Malgré l'élimination de Brunswick, une équipe allemande était sûre de se qualifier pour les quarts de finale. Francfort en blanc ou le Bayern de Munich qui s'est rencontré au stade olympique et c'est Rummenigge qui vient de marquer pour le Bayern qui mène par 1-0. Mais Francfort avait gagné au match aller par 4-0. Et c'est toujours le Bayern qui domine. Un tir de Roth, bien bloqué. Ensuite, c'est Francfort maintenant, un centre de Grabowski, une tête d'Olsenbein à côté. Nous allons voir sur cette action, vue de dos si je puis dire, que Meyer était battu sur cette tête d'Olsenbein. De peu à côté, le Bayern qui continue à attaquer par Rummenigge, qui mène 1-0, je vous le rappelle, mais battu 4-0 au match aller, qui essaye d'obtenir un deuxième but, et à défaut d'un but, qui va obtenir un corner. Le ralenti, cette fois-ci, nous ne montrons pas la même action, mais une nouvelle attaque de Francfort. Et voici le nouvel entraîneur du Bayern, Gyula Laurent. C'est l'ancien entraîneur de Francfort. Encore une attaque de Francfort par Grabowski, décidément omniprésent à 33 ans. Et Meyer sauve. Péniblement, mais il réussit tout de même à repousser. Et dans quelques instants, vous allez voir une phase de jeu assez inhabituelle. Un joueur qui va prendre la balle dans les mains du gardien de but, en l'occurrence Meyer. Après cette action, voilà, Meyer contrôle. Olsenbein lui prend la balle, marque le but, et l'arbitre lui sort le carton jaune. Avertissement pour Olsenbein. C'est Wenzel qui va égaliser, malgré Meyer pour Francfort, un but partout. Revoyons ce tir du gauche, qui prend Meyer à contre-pied. Un but partout et cela va être l'humiliation pour le Bayern, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe, je vous le rappelle. Défaite sur son terrain par 2-1. Meyer est pris à contre-pied par Olsenbein sur un centre de Grabowski. Detmar Kramer, qui entraîne maintenant Francfort après avoir été licencié par le Bayern il y a une semaine, doit jubiler. C'est la 4e victoire remportée à l'extérieur au cours de ces 8e de finale. Très bon départ des Grasshoppers de Zurich en bleu et blanc contre le Dynamo de Tbilissi. 1-0 pour les Suisses, qui avaient perdu sur la même marque au match aller. C'est un but de Sulzer. Le ralenti nous montre ce but de Sulzer. À ce moment-là, égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Et dans quelques instants, vous allez voir les Géorgiens de Tbilissi qui vont avoir une chance de marquer à l'extérieur. Mais une fois de plus, le tir va échouer sur la transversale. C'est la 9e ou la 10e fois de la soirée qu'un tir est repoussé soit par un poteau, soit par une transversale. Le voici ce tir. Et à la mi-temps, 1-0 pour Zurich. Dès le début de la deuxième mi-temps, les sauterelles suisses, Grasshopper veut dire sauterelles, vont bénéficier d'un pénalty. Elsener est fauché. Le pénalty va être tiré par Ponté, 2-0. Pied joyeux. Oh, le vilain geste. Après tout, c'est peut-être de l'humour suisse. Nous revoyons en tout cas ce pénalty réussi par Ponté. Soviétique attaque maintenant par Kipiani. Ils n'ont qu'un but de retard après tout sur l'ensemble des deux matchs.
Et là, il pensait bien avoir obtenu un pénalty. C'est en tout cas l'avis de, je prends mon souffle, Tchichakashvili, qui va protester auprès de l'arbitre, qui sort un carton jaune. Le joueur semble ne pas aimer cette couleur, et l'arbitre, après avoir ramassé son carton, voit rouge. Et oui, c'est l'expulsion. Tbilissi joue à 10, et les Grasshoppers vont en profiter. Sur ce coup franc, regardez bien, Ponté va marquer directement. Gobelia, le gardien de but soviétique, était vraiment très mal placé. 3-0 pour les Grasshoppers de Zurich. Et oui, c'est la joie, les Grasshoppers de Zurich qui vont continuer à attaquer, vont même réussir un 4e but par Elsener. C'est le chaos. Vous allez voir dans quelques instants ce but d'Elsener. Et oui, les Suisses qui sont vraiment redoutables sur leur stade fétiche de Hartum, ils ont réussi 15 buts en 3 matchs. Si je comprends bien, ils sont tous bons. Hein. Là, Dominique, il va falloir... On va aller dans les pays forts, là. Oui, à part Barcelone. Pas mal de clubs du Nord. Oui, beaucoup. J'ai l'impression qu'il conviendrait mieux à Bastia de